Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de préférer BB24. Voici les grandes lignes de cette édition. 2000 jeunes diplômés vont être insérés dans plusieurs entreprises publiques et privées sur une période de 2 ans. Ce programme spécial a été lancé le 1er juillet dernier. Quel est l'intérêt de ce projet? Les précisions dans ce journal. Le sel alimentaire est un élément essentiel et indispensable dans toutes les cuisines, mais un sel de mauvaise qualité peut avoir de nombreuses conséquences sur la santé. Le bail à usage professionnel est un contrat qui engage aussi bien le bailleur que le preneur par un acte qui met en relation deux personnes ayant des intérêts opposés. Un juriste nous explique les clauses de ce genre de contrat. L'État béninois s'engage à donner l'emploi aux jeunes diplômés. Depuis le 1er juillet dernier, le programme spécial d'insertion dans l'emploi est lancé, une initiative qui vise à recruter chaque année à la charge de l'État 2000 jeunes diplômés qui seront placés dans les entreprises privées et publiques sur une période de 2 ans, avec l'espoir qu'ils sauront se rendre efficaces pour se faire recruter à l'issue de la période d'insertion. Que comprendre par ce programme? Un économiste et le directeur exécutif de la Confédération nationale des employeurs du Bénin tentent d'y répondre. À l'heure de la mondialisation, où vous avez une forte concurrence internationale, pour être compétitives, les entreprises ont besoin de la main-d'œuvre qualifiée. C'est donc pour satisfaire ce besoin crucial des entreprises que le programme spécial d'insertion dans l'emploi a été initié. Un programme qui vise à contribuer à l'insertion des jeunes diplômés dans la vie professionnelle. Aujourd'hui, sur le marché du travail, les critères principaux de recrutement demeurent le diplôme technique ou professionnel et la compétence. Des critères qui fondent les besoins des employeurs. On a des besoins spécifiques par branche d'activité. Mais surtout, c'est des diplômes professionnels de type Bac+2 au moins, DUT, parfois niveau licence. Mais à un certain nombre de catégories d'emploi, il faut des Bac+5 professionnels. C'est ça la demande majoritaire des entreprises. Pour répondre à la demande des entreprises en matière de ressources humaines de qualité, le gouvernement a décidé de recruter chaque année à la charge de l'État 2000 jeunes diplômés qui seront placés dans les entreprises privées et publiques sur une période de 2 ans. Une opportunité qui leur est offerte non seulement pour se faire la main, mais aussi pour se rendre utile et efficace afin de se faire recruter à l'issue de la période d'insertion. Une initiative qui suscite toutefois des interrogations. Est-ce que ce n'est pas déjà des entreprises qui sont capables de recruter sans ce programme? Et si c'est le cas, ça veut dire que ce programme va leur apporter simplement un effet d'aubaine, c'est-à-dire qu'ils vont profiter du programme sans augmenter nécessairement le nombre d'employés. On peut se demander si les grilles salariales qui visent à offrir aux jeunes des emplois décents ne constituent pas un handicap quelque part. Parce que lorsque en 2 ans, les subventions du gouvernement vont s'arrêter, est-ce que la structure est à même de continuer avec la personne qu'elle a acceptée au départ? Des questions qui font déjà penser à l'avenir du programme, certes, mais qui trouveront certainement leur réponse au sein des entreprises qui expriment le besoin en ressources humaines, mais qui ne disposent pas toujours de ressources financières suffisantes en vue de procéder au recrutement de jeunes diplômés. Quand je prends la masse salariale, par exemple, pour 3 profils, un master, un licence et puis un de niveau Bac+2, ça fait banalement, voyez-vous, près de 9 millions par an. Donc, vous allez recevoir en compensation de l'État. La première année et la deuxième année, l'entreprise va supporter seulement 70%. Un véritable accompagnement social de l'État pour booster la productivité des entreprises bénéficiaires et aussi pour améliorer pendant 2 ans le profil des chercheurs d'emploi, leur curriculum vitae, leurs compétences professionnelles et in fine pour réduire le taux de sous-emploi qui dépasse les 60% au Bénin.
En matière de gastronomie, le sel est un élément essentiel pour réussir ces recettes. Cet ingrédient de cuisine est certainement le plus utilisé en cuisine. Plusieurs variétés sont disponibles sur le marché, mais toutes ne contiennent pas les éléments nutritifs adéquats. Quel type de sel est le plus sain? Comment le conserver pour ne pas perdre sa qualité? Junis Setondi et Perspective Tossa pour plus de précision. Aliment naturel, le sel est vital. Et en cuisine, il est l'élément incontournable. En plus de ses propriétés conservatrices, il est un exhausteur de goût. Il existe plusieurs variétés de sel et chaque variété a sa particularité. Dans les sels de cuisine, qui sont souvent appelés sels de table, souvent iodés. Les sels de Guérande qui sont très riches en magnésium. La fleur du sel, très appréciée par les chefs. Le sel rose d'Himalaya, très riche en magnésium, mais par contre sont très pauvres en iode. Le sel marin gris, non raffiné, dont le nutriment est bien conservé. Le sel aromatisé, c'est un sel purement pour se faire plaisir. Et puis dans les gros sels. Et ces sels-là sont très bons pour la cuisson dans l'eau. Voilà une multitude de sels. Si tous ont la même fonction, tous n'ont pas les mêmes valeurs nutritives. Au quotidien, c'est toujours mieux d'utiliser le sel de table blanc iodé. Déjà, ce qu'on peut faire à ce niveau, c'est d'éviter de prendre les sels vendus à l'air libre, qui ne sont pas conservés dans des bocaux ou bien dans des emballages bien protégés. Il faut éviter au grand maximum ces sels-là. Tous ces sels-là, avec le temps, perdent de leur substance, perdent de leur iode. Donc, les sels qui sont dans les emballages, alors prenons le soin de lire les compositions du sel, afin de voir si est-ce que ce sel-là est riche en iode, ce sel est plus riche en magnésium. Et en fonction de ce que vous recherchez, individuellement, vous pouvez choisir le sel qui vous convient le mieux. Le choix du sel dépend donc de ses éléments nutritifs. Si le sel iodé est le plus recommandé, le conserver nécessite une grande précaution. Vous mettez le sel d'abord dans un bocal, dans la salière, et vous prenez quelques grains de riz, d'accord, cru, et que vous mettez dans votre salière. Et vous fermez et vous secouez. Alors, le riz permet d'absorber l'humidité contenue dans le sel. L'ennemi numéro 1 du sel, c'est l'humidité. Et ces grains de riz permettent d'absorber l'humidité qui peut être contenue dans le sel. Autre chose, c'est de garder hermétiquement fermé votre salière. Et très important, éviter d'exposer votre sel à un endroit chaud. Des conseils dont on doit tenir compte pour une conservation optimale de la qualité du sel. Le bail à usage professionnel, auparavant appelé bail commercial, est un accord entre le propriétaire d'un immeuble et une personne physique ou morale. Cette dernière est autorisée à prendre en location le local pour y exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale ou toute autre activité professionnelle. Quelles sont les obligations des deux parties liées par ce contrat? Morel Assagba, juriste, nous en parle. Elle est au micro de François Dassi Amansiwan et François Zissou. Le bail à usage professionnel, c'est ce bail qui est destiné à l'accomplissement d'une activité génératrice de revenus. Le propriétaire a pour obligation de mettre à disposition le local en bon état au propriétaire, donc d'assurer également les grandes réparations et aussi de permettre au locataire de jouir convenablement de ce local. En retour, le locataire doit payer à bonne date le loyer convenu par les deux parties. Aussi, exercer l'activité qu'ils ont convenue à la fin. Donc les deux parties, c'est que je viens louer, je dois exercer une activité artisanale dans ton local. Après la signature, je dois forcément exécuter
cette activité-là ou d'autres activités qui relèvent du même domaine. Si mon contrat à bas usage professionnel devrait finir en décembre, je dispose de 3 mois avant décembre, avant le 31 décembre, pour avertir le propriétaire de ma volonté de suspendre ou bien de ne pas renouveler mon contrat. Et au propriétaire alors de me répondre dans un délai d'1 mois plus tôt. Et au cas où il ne répondrait pas, c'est que c'est déjà considéré comme une acceptation de sa part. Mais dans le cas où c'est le propriétaire qui décide unilatéralement de rompre le contrat, le locataire a le droit de lui demander une indemnité d'éviction, parce que si je viens louer chez toi pour mener une activité commerciale, c'est pour faire face à mes charges. Et si un jour, brusquement, tu viens me dire que c'est la fin de ce contrat, il faut que tu comprennes que tu m'as causé de dommages. Et dans ce cas, je vais demander une compensation de ce dommage à moi causé, donc qu'on appelle alors une indemnité d'éviction. À présent, suivons La Nation en bref. C'est une compilation des faits marquants de l'actualité nationale réalisée par Amandine Agnamboussou. Le gouvernement a homologué les prix de cession des intrants aux producteurs pratiqués au cours de la campagne cotonnière écoulée. Idem pour les prix d'achat du coton graine. Une décision qui a été prise selon le ministre de l'Agriculture pour amortir les effets du Covid-19 sur le secteur. Cela permettra également au Bénin de maintenir son rang de leader africain en matière de qualité et de productivité. Selon Gaston Dossoui, les coûts des intrants utilisés pour la culture du coton au Bénin ne subiront pas de changement cette année. Il s'agit également d'encourager les producteurs et maintenir la qualité et la productivité nationale dans un contexte de crise sanitaire due à la pandémie du coronavirus. Face aux effets du Covid-19 et à la baisse du coût mondial du coton, le Bénin est le seul pays de la sous-région ouest-africaine à maintenir ses prix à leur niveau de la campagne écoulée. Tous les autres pays ont baissé le prix d'achat aux producteurs. L'assistance promise aux victimes des mesures restrictives gouvernementales dans le cadre de la lutte contre le coronavirus est effective. En témoigne la déclaration faite ce jeudi par Véronique Toyin-Fodé-Mewanou, ministre des Affaires sociales et de la microfinance. Selon elle, la majorité des bénéficiaires a commencé par percevoir cette subvention via des transferts monétaires sur leur téléphone mobile depuis le mercredi. Elle a précisé qu'on observe des différences dans les subventions et elles dépendent de 3 choses: le caractère formel ou non de l'activité, la situation géographique de l'activité et également ce qui a été déclaré en termes de perte de revenus durant la période de mise en œuvre de ces mesures restrictives. Véronique Toyin-Fodé-Mewanou, ministre des Affaires sociales et de la microfinance, a par ailleurs invité la population à faire confiance au gouvernement. Il n'y aura pas le traditionnel défilé militaire de la fête nationale à l'occasion des 60 ans de l'indépendance du Bénin en raison de la crise sanitaire. La décision a été prise en Conseil des ministres le 8 juillet dernier. Le gouvernement annonce en lieu et place un dépôt de gerbes au pied du monument aux morts et une revue des troupes symboliques. Cette célébration minimum est prévue pour honorer la mémoire des illustres disparus et saluer les forces de défense et de sécurité. En Côte d'Ivoire, le gouvernement a reconnu officiellement par un décret adopté en Conseil des ministres l'organisation interprofessionnelle agricole de la filière riz. Cette décision vise à renforcer la structuration des organisations professionnelles de la filière et améliorer les performances des différents opérateurs comme les producteurs, les transformateurs ou les commerçants. D'après les autorités, elles devraient contribuer également à accompagner efficacement le gouvernement dans la mise en œuvre du programme initié pour satisfaire l'ensemble des besoins de consommation nationale en riz de bonne qualité produit localement.
Et ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.